Bien, bonjour. Nous allons nous intéresser à un dispositif un peu particulier qui est celui-ci. Donc, on va le décrire. Vous avez un premier récipient qui contient de l'eau à la température initiale de 100 degrés Celsius. Dans la partie du tuyau qui est ici, c'est le vide. Et dans le compartiment B, vous avez de l'eau qui est maintenue à T égale 0 degrés Celsius. Donc on suppose qu'il y a suffisamment de glace, on dit un mélange eau-glace, on suppose qu'il y a suffisamment de glace pour que la température se maintienne, ou on a un dispositif extérieur, on peut très bien imaginer qu'on l'entoure de quelque chose en faisant passer de l'eau autour à 0 degrés Celsius et que le dispositif complet se maintient à 0 degrés Celsius. Par contre ici, la température initiale est... Donc ce qui va se produire, c'est que ici, vous avez de l'eau liquide et puis ici, vous avez le vide pour l'instant dans le tuyau. Donc forcément, vous avez un phénomène d'évaporation qui va se produire. On va prendre une couleur plus adaptée. Un phénomène d'évaporation d'eau liquide vers la vapeur d'eau. Et simplement, la vapeur d'eau va continuer dans ce tube, qui a le vide ici, et au contact de l'eau froide, elle va se recondenser. Donc en fait, le fait qu'on ait dans le second compartiment de l'eau à basse température, cela va condenser la vapeur d'eau et ça va alimenter le processus. Donc en fait la vapeur d'eau ici donc va y avoir à nouveau une zone de vide qui va se créer, donc à nouveau de la vapeur d'eau va se créer, etc., etc. Et l'évaporation va se poursuivre. Alors en fait la situation va se passer en deux étapes, hein. C'est deux étapes qui sont écrites ici, qu'il faut déjà bien comprendre. Dans une première étape, vous avez déjà de l'eau liquide qui va s'évaporer, mais au fur et à mesure que l'eau liquide s'évapore, eh bien, la température de l'eau liquide restante va diminuer. Parce que pour l'évaporation, vous avez besoin d'énergie et forcément, l'énergie thermique est prise sur l'énergie thermique de l'eau qui se refroidit. Et l'eau liquide va se refroidir jusqu'à atteindre, comme c'est indiqué ici, 0 degré Celsius. Une fois que l'eau liquide atteint 0 degré Celsius, eh bien, en fait, elle va continuer à s'évaporer, mais simplement, au lieu de se refroidir, elle va geler, d'accord? Et donc, c'est la deuxième étape. Et ensuite, l'eau liquide restante va geler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de l'eau solide. Et là, vous aurez la masse qui est la question qui est posée. Vous obtiendrez la masse déterminée, la masse de glace formée dans le compartiment A lorsque toute l'eau liquide de ce compartiment a disparu. Voilà l'idée. Donc on a bien deux étapes d'abord. D'abord l'évaporation qui se fait grâce à la baisse de température de l'eau liquide et ensuite l'évaporation qui se fait en prenant l'énergie sur l'énergie de solidification de l'eau liquide en eau solide. Et comme j'indique en rouge, hein, le processus ici est entretenu donc par le compartiment de B qui entre guillemets absorbe la vapeur d'eau et donc le processus est éternellement relancé. Alors il s'agit de mettre ça en équation. Donc vu que la température évolue, donc on vous donne on vous donne la capacité thermique massique de l'eau liquide qui va nous indiquer à quel rythme en fait l'eau va se refroidir. On vous donne l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau qui dépendra de la température. Donc vu que cette grandeur dépend de la température, on ne pourra pas faire un bilan global, il faudra bien sûr raisonner localement. Et ensuite, on vous donne, dans la deuxième étape, pour la deuxième étape, on vous donnera l'enthalpie massique de fusion de la glace. Alors, on va faire les calculs maintenant. Donc, pour mettre en équation, eh bien, on va s'intéresser d'abord à la première étape. Alors, voilà comment ça se passe dans la première étape. On va considérer un instant quelconque, donc entre l'instant initial et l'instant où vous avez l'eau liquide à 0 degré Celsius. Et on considère que donc on a un instant quelconque, on a de l'eau liquide à l'instant t, et qui est m de t. Donc m de t, c'est la masse d'eau liquide restante dans le compartiment A à l'instant t. Et si on regarde ce qui se passe entre t et t plus dt, eh bien, alors, la masse d'eau liquide en t plus dt, on peut l'écrire m en t plus dt, et nécessairement, c'est simplement que quand on écrit ça, ceci c'est simplement la variation. Quand on écrit ceci, c'est équivalent à écrire que dm, la variation de masse, c'est m en t plus dt moins m en t. Dit autrement, ça c'est la variation. Donc ça c'est la variation de masse de l'eau liquide. Ça c'est fin et ça c'est début. La variation c'est toujours fin moins début. Si vous regardez la variation de votre taille en une année, vous regardez
votre taille en 2021 par rapport à votre taille en 2020. Donc ça serait la taille en 2021, ça serait votre taille en 2020, et donc de combien vous avez grandi, c'est bien le DM qui serait ici. Donc, dit autrement, la masse à la fin, c'est bien la masse au début plus la variation. Ici, concrètement, la variation est négative, donc c'est pas grave, mais le DM qu'on évalue est négatif parce qu'il y a de moins en moins d'eau liquide. Et donc, en fait, partant de cette masse d'eau liquide, vous avez un peu moins d'eau liquide à la fin, et le reste, c'est devenu de l'eau vapeur. Donc, vous avez la masse d'eau vapeur, forcément par conservation de l'eau. Eh bien, si vous avez plus dm d'eau liquide, vous avez moins dm d'eau vapeur. Mais vu que dm est négatif, moins dm, ici, sera bien positif. Mais normalement, il faut bien faire comme ça, parce que dm est la variation. Et donc, la variation, c'est bien fin moins dv. Donc, le dm est négatif et moins dm est bien positif. Voilà. Donc, voilà le système à l'instant t. Et voici mon système à l'instant t plus dt. D'accord? Donc, qui est constitué de l'eau liquide et de l'eau vapeur. Et j'insiste ici que nous avons bien ici, tout ceci, c'est bien un système fermé. C'est-à-dire que vous avez les mêmes entités, alors elles sont passées sous forme vapeur, mais si on compte les molécules d'eau, vous avez bien les mêmes molécules d'eau au début et à la fin dans le système. C'est simplement une partie à changer d'état et puis une partie à changer de température. Mais ça, c'est annexe. Ok. Et donc pour ce système, c'est un système fermé, plus, si on reprend l'énoncé, on constate que ce système est également isolé. Donc concrètement, vous avez un système fermé, donc vous pouvez appliquer un premier principe, et en plus il est isolé. Donc ça veut dire que pour ce système isolé, eh bien l'enthalpie du système, d'accord, si on reprend maintenant, entre T et T plus dt, on peut appliquer un premier principe. Alors concrètement, on pourrait appliquer un premier principe, donc premier principe de la thermodynamique au système, qui est donc ce système décrit ici. Et donc on peut l'écrire, donc on est à P constant. Donc si on applique comme ça, on aura dH égale delta QP. Donc vu que le système est isolé, dH fait donc 0. Et donc on va avoir une conservation de l'enthalpie. Donc on a dH égale 0, mais dH se décompose en deux parties. Donc dH, c'est bien le dH de tout le système. Et ça se décompose en deux parties. Vous avez d'une part le fait que, ça c'est la partie en bleu, si vous voulez on peut mettre des couleurs. Donc vous avez la partie en bleu qui est que vous avez d'une part l'eau liquide, vous avez une masse d'eau liquide M de T qui a une capacité thermique C et dont la température va varier. Parce qu'au fur et à mesure que l'eau s'évapore, eh bien l'eau liquide est de plus en plus froide. Parce que vous prenez l'énergie sur l'eau liquide. Voilà. Donc ça, c'est le dH dû au fait que ça, c'est le refroidissement de l'eau liquide qui passe concrètement de T, on peut dire aussi, hein, là vous avez la température grand T de T, et là vous avez T en T plus dt. Et donc la température variant de grand T de petit en T à grand T en T plus dt varie de dt. D'accord? Donc ça c'est pour le refroidissement de l'eau liquide. Plus, eh bien, il faut tenir compte de la variation d'enthalpie qui est liée à l'évaporation. Donc vous évaporez, on va mettre ça en vert, vu qu'ici c'est en vert, d'accord? Donc vous évaporez une masse, on va même faire ça un peu mieux, on va faire comme ça, on va comme ça, on va le passer comme ça, on verra un peu mieux, d'accord? Et ensuite, voilà, donc je reprends maintenant ici, et donc j'ai donc une masse moins dm. Ne pas oublier que cette masse moins dm est bien positive. Donc vous avez une masse moins dm d'eau qui s'évapore. Et le coût d'évaporation, c'est le LV, le L de vaporisation. D'accord? Vous avez tant de joules par kilogramme pour évaporer et vous évaporez une masse moins dm. Donc ça, c'est l'évaporation. Et la somme de ces deux choses-là, d'accord, le dt ici est négatif forcément, et la somme des deux, bien, la somme des deux doit faire 0. Voilà pour le résultat. Voilà pour l'idée. Donc maintenant, ensuite, une fois qu'on est ici, on peut regrouper un peu les termes. Donc on peut noter d'une part, donc je vais réécrire un peu tout ça, et je peux écrire donc qu'on a mt c dt va être égal à donc dm. Et puis pour
pour le terme LV, si on reprend l'énoncé, on voit que ça vaut A moins B fois T. D'accord, il y a les coefficients, bon, c'est une fonction de la température, je peux mettre ici LV de la température en toute rigueur. D'accord, et donc ça fait AT plus B, A moins BT. Alors après, une fois qu'on est ici, la logique, c'est donc de séparer les variables, d'accord? Il semble assez naturel de faire une séparation de variables. Et donc, on arrive à C dt sur A moins bt égale dm sur m de t. On peut alors intégrer. Donc, pour intégrer, eh bien, on va intégrer entre la masse initiale m1, donc ça, c'est le point de départ, ça, c'est 1 kg, jusqu'à la masse M2, qui sera l'eau liquide qui reste quand on arrive, ça c'est eau liquide à 0 degré Celsius, au moment où on arrive à 0 degré Celsius, et forcément les bornes, c'est la température T1 qui vaut 100 degrés Celsius, et la température T2 qui vaut 0 degré Celsius. Voilà. On intègre entre les bornes cohérentes, au début on a une masse d'1 kg, on est à 100 degrés Celsius, à la fin il restera une certaine masse d'eau liquide, et on sera à 0 degré Celsius. Bien. Alors, une fois qu'on est ici, il nous suffit maintenant d'intégrer. Donc, bon, c'est pas très compliqué. On va qu'on va intégrer en logarithme. D'un côté, on va doit avoir du lm de m de t. C'est assez évident. Entre les bornes m2 et m1. Ça, c'est pas particulièrement difficile. Et de l'autre côté, alors il faut corriger un peu. On a un petit c. Alors, on voit bien qu'en gros, la primitive, ça va être du ln de a moins bt. Que si on redérive, et simplement quand on redérive, ça fait moins b sur a moins bt, donc on corrige d'un moins 1 sur b ici, et les bornes vont être t1 et t2. Voilà. Bien, pardon, je reprends, donc on arrive ici, ensuite bon, on a donc ln de m2 sur m1, et de l'autre côté, donc je bascule, en fait, je vais choisir les bornes t1 et t2, ce qui fait que je vais pouvoir faire sauter le signe moins, et ça fait c sur b, ln de A moins B T1 sur A moins B T2. Voilà. Ensuite, on peut faire rentrer le C sur B dans le logarithme. Et ensuite, vu que le logarithme est une fonction strictement croissante, je peux me débarrasser du logarithme. Et j'obtiens finalement que M2, ce serait égal à M1, facteur de A moins B T1 sur A moins B T2. Facteur de C sur B. Donc voilà pour le résultat. Oups, très bien fait. Voilà, ça. Pour la masse M2, donc on peut vérifier que cette masse M2 est quand même valable. Donc ce que je peux faire dans l'application numérique, on peut la faire rapidement. Et on obtient donc, ça c'est pour la fin de la première phase, donc on obtient donc M2. Bien, c'était les 1,0 kg précédemment. Alors après les valeurs, bon, tout doit être donné en grammes en fait. Enfin, donc je pense que ça doit fonctionner comme ça. On avait 3300. Donc si on reprend un peu les valeurs, on avait ici les valeurs, donc 3100 joules par gramme et en B en joules par Kelvin, donc ça va, donc ça fait moins 2,9. La température, on la repasse en Kelvin, donc ça fait 273. Et ici, c'est 3300 moins 2,9 fois 373. Et les bornes, donc il y a C sur B, donc C sur B, les valeurs sont là. B, on l'a, c'est 2,9 et C, c'est 4,18 dans les mêmes unités. Donc c'est 4,18 sur 2,9 et grossièrement, on trouve que M2, ça fait à peu près 0,84 kg. Donc ça, c'est la masse d'eau qui reste. Donc en gros, vous avez 160 grammes qui se sont évaporés et il vous reste 0,84 kg d'eau. Mais ça, c'est de l'eau. Pardon, ça c'est l'eau à 0 degré Celsius liquide. Et maintenant, le processus se poursuit, mais quand vous arrivez à 0 degré Celsius, vous avez le changement d'état. Donc en fait, là, vous allez avoir cette étape-là. Donc en fait, partant d'un bloc d'eau à 0 degré Celsius, voilà, eh bien, en fait, vous en avez ce qui va se passer entre deux instants voisins. Vous allez avoir un petit peu moins d'eau. Il y a une partie qui va s'évaporer
Mais vu qu'une partie, donc c'est pour ça, vous avez une certaine masse, on peut dire qu'ici on a une certaine masse M, bon, on partait d'une certaine masse M alpha, disons, et ici vous avez M bêta, et tel que M alpha, c'est M bêta plus delta MV plus delta MG. D'accord? Donc voilà ce qui va se passer, c'est que vous avez au départ une masse d'eau restante, M alpha, disons par exemple au départ 840 grammes. Vous avez par exemple l'instant d'après, vous avez par exemple un certain nombre de grammes de vapeur qui s'évapore, mais pour que cette vapeur s'évapore, ça coûte de l'énergie. Donc il faut prendre l'énergie sur l'eau liquide et donc une partie de l'eau liquide va se solidifier. Et ce processus va continuer jusqu'à ce qu'à la fin, eh bien, vous n'ayez plus qu'un bloc réduit d'eau sous forme glace, le reste s'étant évaporé. Voilà. Alors l'idée c'est qu'on peut raisonner entre... voilà, et donc ce qui se passe, on a toujours un système isolé, donc si vous voulez, ben, l'eau qui reste entre M alpha et M bêta, donc la partie d'eau, là par contre sa température n'évolue plus, donc elle conserve la même énergie interne, et simplement il faut simplement dire que la variation, l'augmentation d'enthalpie de l'eau-vapeur doit être compensée par la diminution d'enthalpie de formation de la glace. D'accord? Donc ce qui va s'écrire, en fait, on va avoir ici aussi entre deux instants voisins, on aura pour notre système qui est ceci, en fait, qui est l'eau liquide complète à 0 degré Celsius, eh bien on a un DH qui fait 0. Voilà, donc la partie M bêta de l'eau liquide, elle reste M bêta à 0 degré Celsius. Et vous avez une augmentation d'enthalpie parce que vous avez une petite masse de vapeur qui se forme, et ça vous coûte le L de vaporisation à la température de 0 degré Celsius. Mais vous allez avoir une baisse d'enthalpie pour compenser, qui va être la masse de glace formée, multipliée par... Alors si on faisait la fusion, ça coûterait le coût de la fusion, mais ici on fait la solidification, donc c'est moins le coût de fusion. D'accord? Donc ça serait l'enthalpie massique de fusion, et on met un moins parce qu'on a la solidification. Donc vous avez bien un terme positif et un terme négatif, tel que la somme des deux fait bien 0. Voilà. Et en fait, vu qu'on reste à 0 degré Celsius, contrairement à tout à l'heure, tout ce processus se fait, vu qu'on est toujours en équilibre liquide-glace, donc il y a de l'eau liquide et de la glace, tout se fait à 0 degré Celsius. Ça se fait à 0 degré Celsius. Donc en fait, les enthalpies massiques sont fixées, et donc vous pouvez directement intégrer jusqu'au bout, et vous pouvez continuer ce processus et dire qu'à la fin, eh bien, vous pouvez intégrer, et simplement ces petites masses vont devenir des grandes masses, vous avez tant de grammes, et donc à la fin, si vous intégrez, ça va s'écrire que l'intégrale des delta MV fois LV, plus l'intégrale des delta MG fois moins LF, doit être égale à 0. Et par intégration des delta MV, ben, vous aurez la masse de vapeur totale qui se sera vaporisée, fois LV, plus la masse de glace formée, fois L de fusion avec un moins, pardon, égale 0. Donc voilà. Et donc, tout ça se fait, parce qu'en fait, encore une fois, les différentes enthalpies massiques ne dépendent pas, enfin, sont constantes lors de l'évolution, et donc on peut les sortir de l'intégrale. Et donc on peut écrire que finalement la masse de vapeur, la masse qui est évaporée, fois LV, plus la masse de glace formée, je vais y arriver avec les signes, d'accord, égale mg fois LF. Donc ça c'est la première relation qu'on peut trouver, qui est simplement une pondération, c'est-à-dire que on comprend bien que si l'enthalpie, par exemple, de vaporisation était très grande devant l'enthalpie de fusion, eh bien, en évaporant très peu de vapeur, vous formez énormément de glace et c'est terminé. D'accord? Inversement, si l'enthalpie de vaporisation était très faible devant l'enthalpie de fusion, eh bien, il faudrait évaporer énormément de vapeur pour former un tout petit peu de glace. Donc ça, c'est la première équation, mais il y a une deuxième équation, c'est que ces deux quantités ne sont pas n'importe quoi, parce qu'il faut se souvenir que l'eau liquide est en train de devenir de la vapeur et de la glace. Donc nécessairement, vous partiez au départ, il nous restait une masse M2 d'eau liquide, et donc on a forcément une seconde relation qui est celle-ci, ça peut être la relation 1, et vous avez forcément une seconde relation qui est que la masse de vapeur qui va s'évaporer qui va se former durant cette deuxième phase, plus la masse de glace qui va se former pendant cette seconde phase, eh bien c'était égal à la masse d'eau liquide au départ. L'eau liquide va devenir soit de la vapeur, soit va se solidifier. Et là, vous avez le système d'équations. Donc on peut par exemple éliminer, donc de là, on peut par exemple éliminer
M vapeur et ça fait mg, facteur de 1 plus, alors mv on le remplace par, donc ça fait comme ça, F sur LV égale M2 et finalement on doit arriver au fait que mg ça fait finalement M2 sur 1 plus LF sur LV. Donc voilà pour la masse de glace à la fin. Alors est-ce qu'on peut vérifier ça? L'idée c'est que si vous avez une enthalpie massique de fusion qui est très très grande, eh bien, en formant un tout petit peu de glace, vous libérez énormément d'énergie pour former les vapeurs. Et donc dans ce cas-là, LF sur LV est très grand et Mg est très petit devant M2. Ce qui est logique parce qu'encore une fois, si en formant la glace, vous libérez énormément d'énergie, en formant 1 gramme de glace, vous avez assez d'énergie pour évaporer les 839 grammes restants. Et inversement, si LF est très petit devant LV, et bien dans ce cas-là, il faudra former beaucoup de glace pour disons, évaporer un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc on peut après faire l'application numérique pour terminer. Et ça sera terminé. Donc M glace, ça sera donc M2, donc il restait 0,84 kg sur 1 plus LF qui faisait, donc là si on reprend, tout doit être en grammes, on a 334 joules par gramme, et là on reprend la formule qui est là, mais on la prend à 273 Kelvin. Donc on fait finalement 334 joules par gramme sur 3300 moins, donc B c'était 2,9 fois 273, et sauf erreur, on obtient une masse de glace à la fin qui est de l'ordre de, j'avais ça quelque part, 0,74 kg. Voilà pour la réponse. Donc attention à ce processus en 2 étapes, d'accord? Donc bien comprendre déjà ce qui se passe, hein, l'eau qui s'évapore, et pour évaporer l'eau, vous avez besoin d'énergie. Donc l'énergie d'abord est prise sur le liquide, c'est un peu comme quand vous transpirez, d'accord? Quand vous transpirez, vous évaporez de l'eau, et ce qui permet de refroidir votre corps. Et donc ça c'est l'étape, donc bien faire un bilan local. On est obligé de faire un bilan local parce que l'enthalpie dépend de la température. Voilà, en identifiant bien le système, considérez bien un système fermé et dites qu'au bilan, l'enthalpie se conserve. Il y a un terme, ça coûte de l'énergie d'évaporer, mais on récupère sur le refroidissement de l'eau. Bon, l'intégrale en logarithme qui est quand même accessible. Et ensuite, la deuxième étape, l'eau liquide, une partie s'évapore, une partie se solidifie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau liquide. Voilà, ce qui s'écrit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau liquide, c'est la relation 2, c'est cette relation-là. Quand je dis il n'y a plus d'eau liquide, c'est ça, c'est que l'eau liquide est devenue soit de la vapeur, soit du solide. Voilà pour le résultat de cet exercice. Je vous remercie.